Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais féliciter et remercier de leur accueil et de la qualité de l'organisation la mairie d'Orléans, la Chambre régionale des comptes, sa présidente, Vincent Civré, toutes les équipes de la Chambre qui ont mis les petits plats dans les grands pour que cette séance se déroule comme elle se passe. Alors, vous m'avez demandé de vous parler du bilan intermédiaire de l'expérimentation de la certification des comptes locaux, ce que je fais bien volontiers, en précisant toutefois en propos liminaire un peu le statut de ce bilan au jour où je vous en parle. Alors d'abord, un rappel de cadrage général, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure, l'article 110 de la loi NOTRe, qui est évidemment notre référence à toutes les étapes du processus, présente beaucoup de caractéristiques intéressantes. C'est une vraie expérimentation, c'est-à-dire que la solution à laquelle le Parlement décidera de recourir pour tout ou partie des collectivités locales n'est pas préemptée d'avance. Il y aura un vrai débat. On peut imaginer toutes les formules envisageables. C'est aussi une vraie expérimentation parce qu'on nous a donné la durée pour le faire, ce qui n'est pas toujours simple. Le temps politique, le temps parlementaire et le temps technique ne se combinent pas forcément idéalement. Et là, nous nous félicitons tous les jours d'avoir 8 années pour expérimenter la certification. Ça n'est pas de trop. Alors on l'a vécu, nous, à la Cour des comptes, dans nos expériences antérieures, notamment la certification des comptes de l'État, où il s'est écoulé 5 années entre la loi organique relative aux lois de finances en 2001 et en 2006, le premier exercice de certification. On a déjà eu l'occasion de dire que ces 5 années étaient trop courtes, on aurait préféré avoir davantage de temps. Et on l'a vécu aussi avec l'expérience sur la certification du régime général de sécurité sociale, où là, il ne s'était écoulé qu'une année entre la loi organique relative aux lois de financement et le premier exercice. Et là, on avait pu dire avec encore plus de véhémence que c'était trop court. Donc les 8 années sont bienvenues. Donc le vrai caractère expérimental par le choix qui reviendra ultimement au Parlement, comme c'est normal, la durée, et puis ces jalons que sont le bilan intermédiaire et le bilan d'étape, avec une méthode que je souhaite aussi rappeler pour en souligner ce qui nous semble être les points positifs, la vertu. Il y a un rapport que le gouvernement fournit au Parlement, dans lequel les administrations pilotent en la matière, que sont la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des collectivités locales, disent au Parlement ce qu'elles ont envie de lui dire. Et ce rapport est accompagné d'un bilan qu'a établi la Cour des comptes, mais aussi, et c'est vraiment très intéressant en termes de méthode, du bilan que chacune des 25 entités expérimentatrices était invitée à produire. Et la ville d'Orléans s'est conformée à l'exercice et a fourni un travail tout à fait intéressant. Donc pour la partie qui nous concerne, qui est évidemment la partie Cour des comptes, nous y avons travaillé avec l'équipe centrale et en sollicitant aussi les magistrats, vérificateurs qui sont dans les équipes d'évaluation assez longtemps. Et le processus, pour nous, s'est achevé à la fin de l'année dernière, 2018, par la transmission par le premier président de la Cour des comptes au Premier ministre d'un bilan intermédiaire. Alors, le document, après quelques délais, a fini par arriver au Parlement, qui, pour le moment, là, en sa possession, on est en train d'essayer de d'élucider totalement ce qu'il veut en faire et dans quel calendrier. Est-ce qu'il y aura des auditions, sous quelle forme, et c'est évidemment ce qui sera déterminant pour nous. Alors, ce bilan intermédiaire, nous l'avons construit dans une logique assez pragmatique, sans a priori. On a commencé, et je passerai le plus rapidement là-dessus, parce que je pense que c'est l'aspect rétrospectif qui a pas forcément le plus d'intérêt. On a commencé par faire l'état des travaux déjà effectués,
qui dans un bilan intermédiaire, un bilan d'étape, est assez classique. À ce titre-là, nous avons rappelé comment est jalonné le processus d'expérimentation. Ça a été mentionné tout à l'heure. Donc on a commencé par des diagnostics globaux d'entrée. On passe après à une phase d'audit ciblé dans laquelle nous sommes en ce moment. La campagne 2018, la campagne 2019 et un peu au début 2020. Et après, il y aura une phase de certification expérimentale. Ces jalons-là ne sont pas dans l'article 110 de la loi NOTRe. C'est nous, en liaison avec tous nos partenaires, les administrations, les associations d'élus, les collectivités, qui avons considéré qu'il était souhaitable de marquer ces 8 années par ce type de jalon. Au titre du volet rétrospectif, donc dans ce premier développement du bilan intermédiaire, nous revenons sur des choses qui ont été par ailleurs rendues publiques par la Cour, notamment dans son rapport public thématique sur les finances publiques locales, dans un chapitre sur la fiabilité des comptes, où nous nous sommes engagés chaque année à rendre compte publiquement du déroulement de l'expérimentation, ce que nous faisons scrupuleusement. Et ce que nous faisons, et ça je tiens à le mentionner, d'une manière anonymisée, c'est-à-dire qu'aucune des 25 collectivités expérimentatrices n'est citée dans ce chapitre public. Nous considérons depuis le début, et chacune des 25 collectivités le sait bien, qu'elles ont eu le courage de se porter volontaire pour une entreprise qui s'avère quand même lourde et compliquée, et que du coup, il est évidemment hors de question qu'on aille publiquement dire qu'il y a tel problème dans l'actif incorporel ou tel problème dans les provisions dans telle entité qui serait citée, et on se conformera absolument à cette manière de faire. Ce qui ne nous empêche pas de dire en bilatéral à chaque ordonnateur ce qu'on a à lui dire. Dans ce rappel des diagnostics globaux d'entrée, nous avons souligné, comme ça a été fait dans le rapport sur les finances locales, les difficultés qui nous paraissent les plus importantes, qui sont au nombre de 3 dans le registre que pouvaient fournir des diligences très particulières menées dans le cadre du diagnostic d'entrée, qui était vraiment un état des lieux liminaire. C'était une façon de débroussailler le caractère auditable des états financiers des entités du secteur public local. Donc un focus était fait sur la problématique du périmètre des états financiers qui, dans le secteur local, revêt quand même une importance toute particulière, compte tenu des transferts de compétences, compte tenu des changements divers et variés, notamment induits par les textes législatifs. Donc c'est un sujet qui est pour nous marqué à l'agenda. On a évidemment insisté sur le processus de contrôle interne, plutôt pour en souligner les limites au stade où nous en sommes, ou les insuffisances. Mais en faisant ça, il ne s'agissait pas de faire une critique, c'était encore une fois un constat à froid. Et puis on a fait un focus particulier sur les systèmes d'information financière, à la fois sur la carte des systèmes d'information, extrêmement nombreux, et dont les interfaces et les liens mutuels ne sont pas toujours connus et pas toujours diagnostiqués et justifiés. Donc ça nous paraissait les 3 focus principaux. Après, le deuxième chapitre le deuxième temps de ce bilan intermédiaire est consacré à ce que nous avons appelé la poursuite de l'expérimentation. En gros, c'est ce que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes souhaitent dire au Parlement pour que l'expérimentation soit une réussite jusqu'en 2023. Donc on a à ce titre-là rappelé ce que nous faisons et ce que nous allons faire jusqu'en 2020, c'est-à-dire la méthode que nous avons convenue avec les 25 collectivités, méthode des audits ciblés. Alors qu'il y a effectivement le côté un peu pointilliste qui est sa limite, c'est-à-dire que chaque entité peut avoir l'impression que nous ne projetons le projecteur que sur une partie des problématiques, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai pour des raisons de moyens, et du côté des collectivités et de notre côté. Il était absolument hors de portée de faire dès le début un audit sur l'ensemble des états financiers.
Et puis, il nous semblait que cela était conforme à ce que l'article 110 définit comme objectif de l'expérimentation, parce qu'une des vertus de l'expérimentation de la certification des comptes, c'est qu'elle a un but. On ne fait pas l'expérimentation pour le plaisir de faire l'expérimentation de la certification. On fait l'expérimentation pour déterminer les conditions préalables et nécessaires, dit la loi, à la certification des comptes publics locaux. Et donc ces conditions préalables et nécessaires sont pour nous la grille d'entrée, et il était important qu'on puisse très vite en faire le diagnostic, d'où cette démarche un peu pointilliste, mais qui a marché en 2018, enfin de mon point de vue, et dont j'espère qu'elle marchera en 2019. Alors, au-delà de ça, ce que nous disons est structuré dans les audits ciblés strictement sur les termes mêmes de l'article 110 de la loi NOTRe. Quand j'énumère les vertus de ce texte, il y en a une qui me paraît très importante et qui doit être soulignée, c'est le fait que dès l'article 110, il y a 4 sujets qui sont identifiés comme devant être à l'agenda de tous les acteurs de l'expérimentation. On y parle de la nature des états financiers, on y parle des normes comptables, on y parle du contrôle interne et financier et des systèmes d'information. Ce qui nous permet et ce qui nous fournit la trame de nos audits ciblés. C'est-à-dire que nos audits ciblés, et les entités expérimentatrices l'ont bien vu, sont systématiquement structurés autour de ces 4 points d'entrée dans les sujets de fiabilité des comptes. Ce que nous avons indiqué dans le bilan intermédiaire pour la partie dont je suis en train de parler, sur la poursuite de l'expérimentation, c'est clarifier le rôle des acteurs pour la phase qui va intervenir après 2020. Donc, il y a eu des échanges, des débats nourris. Ce que nous avons finalement retenu, c'est que la phase de certification expérimentale relève intégralement des professionnels du chiffre. C'est-à-dire que les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes resteront dans le rôle que la loi leur confie, qui est de conduire l'expérimentation, et nous n'avons pas l'intention d'arrêter de jouer ce rôle en 2020, nous avons bien l'intention de le jouer jusqu'en 2023, mais les diligences, l'exercice auprès des entités expérimentatrices sera, à partir de 2020, confié aux professionnels du chiffre. Alors je crois que ça contribuera au rapprochement des cultures réciproques qui étaient évoquées, qui ne sont pas forcément si éloignées qu'on peut le craindre, mais tout de même, le message qu'aussi on passe avec nos interlocuteurs des professions du chiffre, que ce soit la Compagnie nationale ou l'Ordre des experts comptables, il y a quand même quelques particularités du secteur public local qui même les distinguent radicalement des établissements publics de santé ou des universités. La première particularité, c'est le monisme budgétaro-comptable, qui est quand même quelque chose qui structure le secteur public local et qui nécessite quand même un coup d'entrée, enfin une appropriation, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un seul résultat et que ce résultat est le fruit d'événements de comptabilité générale, mais aussi d'événements purement budgétaires. Et que parfois, on a mis au point des flux assez sophistiqués pour neutraliser les conséquences que pouvaient avoir d'un côté ou de l'autre les événements de l'autre côté. Ça, c'est quand même une particularité. Et puis l'autre particularité qui est fondamentale, c'est la nature politique des collectivités locales. Enfin, il faut qu'on tienne compte, et nous le faisons, mais il faudra que les professionnels du chiffre qui interviendront le fassent aussi, qu'on tienne compte du fait qu'un organe délibérant, un conseil municipal, un conseil régional ou un conseil d'agglomération, un conseil communautaire, c'est pas exactement un conseil d'administration d'établissement public ou un conseil de gouvernance d'une structure administrative. Il y a une nature politique, ce qui aussi donne un écho particulier aux travaux, aux livrables. On a vraiment un sujet extrêmement important à voir de contenu, de mode de rédaction et de mode de publicité des livrables. Nous, quand nous faisons la certification des comptes de l'État, nous fournissons au Parlement, qui est l'organe délibérant de l'État, toutes choses égales par ailleurs,
nos travaux sur la certification des comptes. Il va de soi que, transposé au monde local, le destinataire ultime de l'opinion d'un professionnel du chiffre, ce n'est pas l'exécutif, c'est l'organe délibérant. Mais il faut évidemment que le message soit passé dans des termes appropriés. Et je pense, à titre personnel, que ce mode approprié ne peut pas être exactement la même chose qu'un rapport d'un commissaire aux comptes à une entreprise. Il faut qu'il y ait un peu plus d'explication, de pédagogie, pour que les messages soient bien perçus. Donc le rôle des acteurs, on a essayé de le clarifier dans le document. Et ce que nous disons également, pour en finir sur ce chapitre relatif à l'expérimentation et à sa conduite, c'est que nous souhaitons ne pas nous enfermer dans le choix qui a été évoqué tout à l'heure, qui a existé pour les établissements publics de santé, entre la certification et rien, en fonction d'un seuil. Et on considère qu'il y a toute une palette d'instruments qui concourent à la fiabilisation des comptes locaux. Et cette palette est extrêmement variée. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Il y a des travaux qui sont menés notamment par la Direction générale des finances publiques pour contribuer à développer les modes de fiabilisation des comptes entre les comptables publics et les entités du secteur local, avec des modes tout à fait divers. Et nous avons identifié aussi le souhait de proposer, ce ne sera jamais imposé, de proposer à certaines collectivités parmi les 25 d'expérimenter autre chose que la certification. Donc on a listé des modes alternatifs de fiabilisation des comptes. Ce sont des modes qui parlent aux experts comptables. C'est la mission de présentation des comptes, qui n'est pas exactement la même chose, on aura l'occasion d'en parler, de ce qui s'appelle présentation des comptes à la DGFiP, et ça n'est qu'un problème de nom. C'est la mission d'audit de certains postes comptables en vue de la délivrance d'attestations de fiabilité limitées aux postes qui ont été audités, et c'est la mission d'examen limité des comptes. Donc il nous paraît extrêmement important qu'on puisse tous collectivement revenir au Parlement, devant le Parlement en 2023, en lui proposant une boîte à outils variée. Alors après, le Parlement se fera souverainement son idée. Il pourra décider en fonction de seuil, comme il l'a fait pour les établissements publics de santé. Il pourra décider par catégorie de collectivités locales. Il pourra mixer d'ailleurs ces critères. Mais on voudrait éviter de ne lui proposer que la certification qu'on aurait expérimentée et rien d'autre. Par ailleurs, il faut aussi qu'on tienne compte de l'extrême diversité du secteur public local. En taille, en métier, ça a été dit, il y a bien plus que 36 000 ou 40 000 comptes publics locaux. Il y en a, je ne sais jamais, 115 000 ou 120 000, ça bouge. Mais le syndicat mono-activité qui gère, etc., une école, c'est un compte public local. On ne peut pas traiter, ça nous paraîtrait quand même disproportionné, de traiter ça de la même manière que les comptes de la ville de Paris, qui est expérimentatrice, ou d'une région qui est expérimentatrice. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc voilà les messages principaux que nous avons délivrés pour ce qui est de la période qui nous sépare de 2023. Et puis le dernier thème que nous avons évoqué, c'est dès à présent de signaler ce qui nous paraît devoir être inscrit au titre des conditions préalables et nécessaires de la certification des comptes. D'une certaine façon, on a cherché à commencer à constituer le fond de dossier qui sera celui du Parlement en 2023 quand le problème lui reviendra. Parce que c'est forcément à lui que ça reviendra de décider de la suite. Alors il y a certains thèmes que nous avons identifiés. Le premier, c'est le sujet normatif. C'est-à-dire il faut qu'on se projette dans un monde qui aura un peu évolué en termes d'architecture normative. Jusqu'à présent, il n'existe pas de recueil des normes comptables pour le secteur public local. Sous l'égide du CNOCP, et c'est bien normal parce que le CNOCP est l'instance de normalisation pour l'ensemble du secteur public, est en cours d'élaboration un recueil des normes. Déjà, de nombreuses normes à l'état de projet sont accessibles sur le site du CNOCP. Mais ce travail d'élaboration du recueil ne peut pas, de notre point de vue, ne pas avoir de conséquences
sur l'architecture normative applicable au secteur public local lorsque tout ça sera rentré dans les faits. Évidemment, en disant ça, j'en viens au sujet de l'articulation avec les instructions budgétaires et comptables, et notamment de l'articulation avec le volet comptable des instructions budgétaires et comptables. Il n'y a pas d'articulation avec le volet budgétaire des instructions budgétaires et comptables, puisque le sujet n'est pas le même. Il y a en revanche un sujet avec le volet comptable. Et nous, ce que nous signalons comme sujet, on n'a pas forcément une formule toute faite en termes de solution. Mais au moins, nous signalons le problème qui résulterait de deux normes de même niveau régissant l'activité comptable dans le secteur public local. Ces deux normes de même niveau étant du niveau d'arrêté ministériel, étant d'une part le volet comptable des instructions, bien connu, mais aussi le recueil des normes élaborées par le CNOCP. Parce que nous savons tous de notre expérience administrative que quand deux normes de même niveau régissent le même sujet, soit elles se paraphrasent, soit elles se contredisent, mais que dans les deux cas, on n'est pas totalement à l'optimum en termes d'organisation administrative. Donc il nous paraîtrait logique que le recueil des normes comptables soit le volet réglementaire applicable à l'activité comptable, ce qui n'empêche absolument pas dans notre esprit, et c'est bien normal, par voie de circulaire, que la Direction générale des finances publiques diffuse des instructions pour homogénéiser les pratiques dans le réseau des comptables publics, et c'est normal, un mode hiérarchique classique dans l'administration, ou que la Direction générale des collectivités locales diffuse par voie de circulaire dans les préfectures des instructions, mais sans que ça ait valeur réglementaire. Donc ça, c'est un sujet normatif qui nous paraît quand même devoir être mis à l'ordre du jour. L'autre sujet que nous avons identifié, c'est un sujet de périmètre des états financiers sur lequel on a souhaité faire un focus un peu particulier. Alors c'est un sujet qui sera redébattu lorsque sera examinée à la fin du processus de normalisation la norme 1, qui est celle relative aux états financiers. Pour essayer de vous présenter le problème de manière pas excessivement technocratique, il y a en fait deux options qui sont actuellement présentes dans le projet de norme 1. Il s'agit de savoir comment on retrace dans les états financiers l'activité des services qui sont, en termes budgétaires, suivis sous forme de budget annexe. Donc surtout des services publics, industriels et commerciaux, mais c'est quand même un problème qui, là aussi, est un peu une particularité du secteur public local. Évidemment, l'architecture budgétaire n'est pas impactée par les travaux de certification. Ce n'est pas leur objet. Ils ne s'occupent pas des sujets budgétaires. Donc ça n'empêche absolument pas, y compris en mode pérenne, de continuer à structurer le budget avec des briques selon lesquelles les élus votent les moyens et selon lesquelles on rend compte aux élus sur l'utilisation qu'on a fait des moyens. Donc je mets de côté l'aspect strictement budgétaire. Mais ça a évidemment un impact sur le périmètre des états financiers. C'est-à-dire il faut qu'on sache comment ces activités-là sont intégrées dans la restitution, dans un objectif de transparence. Donc il y a une option dite préférentielle, un mode préférentiel, qui consiste à retracer l'activité de ces services, qui sont dans des budgets annexes, directement dans le bilan et le compte de résultat de l'entité. Et puis il y a une autre voie alternative qui consiste à ne les retracer que dans l'annexe, et non pas dans le bilan et le compte de résultat. Alors la position que la Cour des comptes a prise, c'est de considérer que seule l'option principale, c'est-à-dire seule l'option où c'est retracé dans le bilan et le compte de résultat, permet de donner une image fidèle et sincère de la situation de l'entité. Parce que ces services ne sont pas des entités distinctes. Et notamment, si on raisonne en termes d'obligations vis-à-vis des tiers, que ce soit des obligations données d'ailleurs ou des obligations reçues, c'est bien l'entité elle-même, la commune, qui les porte, et non pas tel budget annexe ou tel service qui est identifié budgétairement. Et c'est pour ça que nous avons indiqué dans ce document que la formule optionnelle, donc celle qui ne consiste à les retracer que dans l'annexe, devait, de notre point de vue, soit disparaître, ce
qui serait ce qui aurait notre préférence, soit être noté, être qualifié de transitoire, mais avec une phase de transition qui, si possible, ne dure pas 100 ans. Donc voilà le message qu'on a passé. En fait, on essaye de se conformer à ce qui existe dans le document également issu des travaux du CNOCP, qui est le cadre conceptuel des comptes publics en droit constaté et de la définition de ce que c'est qu'une entité. Une entité comptable, pour nous, c'est une entité qui peut nouer des obligations vis-à-vis de tiers, et ça ressemble quand même furieusement à la définition d'une personne morale. En droit civil, je pense qu'une personne morale, c'est une structure qui peut nouer des obligations, des droits et obligations vis-à-vis des tiers. Donc nous souhaitons que le périmètre des états financiers soit sur le périmètre de l'entité et non pas fractionné en petits morceaux. Alors, et le dernier message par lequel je terminerai, c'est que nous avons également souligné, et ça fait écho à des choses qui ont été dites ce matin, l'importance de la dimension managériale de la perspective d'une certification des comptes locaux. Nous l'avons fait sous deux angles, deux sujets, l'aspect humain et l'aspect informatique. Alors l'aspect humain, qui est forcément le plus important, c'est qu'il nous paraît important, si le Parlement décide de soumettre ou de faire bénéficier d'une certification tout ou partie des comptes locaux, il faut se donner le temps parce qu'il faut derrière mettre en place et mettre en œuvre concrètement des dispositifs de formation extrêmement lourds pour que, non seulement dans les directions des finances, mais là c'est un public acquis à la cause, si je puis dire, mais dans toutes les directions métiers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du patrimoine, ceux qui s'occupent de la ressource humaine, de leur faire comprendre qu'une certification des comptes, ça n'est pas que l'affaire de la direction des finances. Et que quand on fait un acte en matière de RH, que ce soit le recrutement d'un contractuel ou qu'on accorde une augmentation, quand on fait un acte en matière de patrimoine, on a les conséquences comptables de cet acte à intégrer dans le processus qu'on met en œuvre, qui renvoie aux problématiques de contrôle interne. Ce volet de formation vaut aussi côté comptable. Il faut aussi être conscient de l'enjeu que ça représente du côté des comptables publics de se préparer, d'être opérationnel. C'est un investissement extrêmement lourd qui nécessitera des années de formation initiale continue pour que ces messages soient bien perçus. Et puis on l'a dit aussi sur les aspects informatiques, nous dans le cadre des audits ciblés, nous faisons ce qu'on appelle des audits d'application et des contrôles généraux informatiques sur les grands outils utilisés par les ordonnateurs. Quand nous aurons terminé les audits ciblés en 2020, nous aurons passé en revue l'essentiel des produits qui existent dans le secteur local pour voir comment ils fonctionnent. Il faudra aussi qu'il y ait un dialogue qui se noue avec ceux qui conçoivent ces outils, les éditeurs, pour que ces outils-là intègrent complètement la perspective d'une certification des comptes. Ce que pour le moment, ils ne font pas totalement. Alors, ce n'est pas un reproche, ils n'avaient pas à le faire parce qu'il n'y avait pas de certification des comptes dans le secteur local. Mais l'équation va quand même un peu changer. Et puis, ça concerne, même dualité, l'outil du comptable, Helios, qui a été conçu, mis en service à une époque où n'étaient certifiés ni les comptes des établissements publics de santé, ni envisager la certification des comptes des collectivités locales. Donc là aussi, nous avons souhaité, au titre des conditions préalables et nécessaires, donc à titre de constitution du fonds de dossier du Parlement pour 2023, signaler qu'il faudra se donner le temps, parce qu'il faudra du temps pour que les outils informatiques soient mis à hauteur de l'enjeu que représente, l'enjeu quand même assez systémique que représente le passage à une certification dans les collectivités locales. Voilà de manière un peu résumée les messages que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont consignés dans le bilan intermédiaire qu'elles ont fait de l'expérimentation de la certification des comptes. Il y a dans le rapport que le gouvernement a produit
des messages complémentaires, extrêmement intéressants, je l'espère, pour le Parlement. Et il y a des choses dans les 25 contributions des collectivités expérimentatrices dont nous espérons que le Parlement tiendra le plus grand compte s'il fait des auditions. Si on nous demande notre avis, ça me paraîtrait très positif que des auditions soient organisées pour que, à 5 ans de l'échéance, on commence à mettre la pile des dossiers dans le bon ordre pour commencer par anticiper cette échéance qui arrive. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le sujet. Merci beaucoup.